Let's declare loud and clear, this is what I want, this is what I need, this is what I desire, this is how you can help me achieve pleasure. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui. J'anime un groupe sur l'affirmation féminin, donc qui est constitué uniquement de femmes, mais je pense que ce sujet ne touche pas que les femmes. Lors d'un des exercices que je donne pour animer le groupe, il y a plusieurs participantes qui en fait m'ont relaté qu'elles avaient des gros problèmes d'affirmation, des gros problèmes pour poser des limites, contredire, etc. Quand la personne qui me regarde, si tu pouvais me dire que si j'ai un bon son ou pas, ça m'arrangerait. Elles avaient des gros problèmes d'affirmation, etc., particulièrement quand elles étaient en face je vais regarder sur l'ordinateur si je m'entends. J'espère que j'aurai pas de l'arsène. Non, je ne m'entends pas. Bon, on va dire qu'il y a du son. Donc elles avaient des gros problèmes pour s'affirmer, poser les limites et arriver à faire respecter leurs besoins, leurs désirs, leurs envies, leur volonté quand elles étaient face à des gens qui représentent l'autorité. Alors ça peut être l'autorité de l'État, mais ça peut être l'autorité médicale, ça peut être le professeur, ça peut être voilà, tous ces gens qui ont une certaine légitimité, une certaine autorité. Ça a été mon cas pendant longtemps. Je pense que je m'en suis beaucoup libérée. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que ces gens, c'était des gens comme toi, comme moi, qui étaient loin d'être parfaits, loin d'être formés sur tous les sujets comme on peut parfois le croire, et je prendrai des exemples bien précis. Donc je te dis pas d'aller insulter les policiers, loin de là, mais quand tu es face à quelqu'un qui représente une autorité, mais qui n'a pas, je dirais, de hiérarchie sur toi. On ne parle pas de ton boss, on ne parle pas de tes supérieurs hiérarchiques, parce que là, c'est encore autre chose qui se joue. On parle d'un policier, on parle d'un gendarme, on parle d'un médecin, on parle d'un avocat, on parle... Alors un juge, il y a une certaine formalité à tenir dans les propos que tu tiens à un juge, mais on peut poser des limites quand même à un juge. On parle des notaires, on parle des conseillers, voilà. C'est en général assez vrai face aux profs et aux médecins qu'on a assez régulièrement en face de nous et avec lesquels on a du mal à s'affirmer. Pourquoi ? Alors, il y a quelque chose qui est assez connu dans la psychologie qui s'appelle l'expérience de Milgram. Alors, je vais vous lire, vous pouvez trouver sur Wikipédia, mais 2 temps, 3 mouvements, je vous explique ce que c'est. Donc, c'est un Américain un psychologue, qui a fait une expérience en 1963 sur un certain nombre de personnes pour pouvoir évaluer le degré d'obéissance d'un individu devant une autorité qu'il juge légitime, et ça lui permet d'analyser jusqu'où cette personne peut aller sous couvert de cette autorité. Donc évidemment, ça nous rappelle tous le Troisième Reich, les nazis, etc. Sous couvert de « je ne faisais qu'obéir aux ordres », eh bien on est allé très loin. Hein. Donc cette expérience a été très très critiquée, mais elle a été reproduite dans les années d'après, et au final, les résultats ont toujours été globalement les mêmes, à plus ou moins des pourcentages près. Il y a en gros plus de 60% des gens qui sont capables d'aller très loin en obéissant à une autorité par obéissance civique, entre guillemets. J'aime pas utiliser le mot civique pour ça, mais voilà. Donc en gros, dans l'expérience, vous aviez 3 personnes. Vous aviez l'élève, l'enseignant et l'expérimentateur. Donc, attendez que je me trompe pas. Voilà, l'expérimentateur et l'élève. L'élève, en gros, c'est quelqu'un qui propose, qui cherche des volontaires pour... J'arrive pas bien à m'exprimer, à l'expliquer, mais il y a 3, je vais reprendre, il y a 3 personnages, l'expérimentateur, l'élève et l'enseignant. L'élève, son but, c'est d'apprendre des listes de mots.
Et l'expérimentateur cherche des volontaires pour faire enseignant. Et ces gens-là sont payés. Et ils doivent infliger une décharge électrique à l'élève quand l'élève ne se souvient pas de la liste des mots. Et sous couvert d'expérience scientifique. Donc l'expérimentateur est un grand professeur qui fait une expérience scientifique. L'élève est donc quelqu'un qui est là pour faire l'expérience et l'enseignant pour envoyer les décharges. L'expérimentateur et l'élève sont en fait des acteurs. L'enseignant, lui, va être l'objet de l'étude. Et en fait, donc l'expérimentateur va donner des listes de vocabulaire à mémoriser à l'élève. Quand l'élève n'y arrive pas, il reçoit une décharge électrique. On va d'abord faire tester la décharge électrique à l'enseignant qui va envoyer ensuite la décharge à l'élève pour lui montrer que ça picote. Sauf que à chaque fois que l'élève se trompe, on augmente la décharge électrique de 15 volts. Et voilà, on augmente la décharge électrique de 15 volts, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on arrive à des décharges électriques qui seraient censées être très douloureuses, voire parfois mortelles ou toxiques, enfin néfastes pour l'individu et son corps. Évidemment, comme elles ne sont pas vraiment infligées et que l'élève est un acteur, il simule et personne ne souffre dans l'expérience. Donc l'expérimentateur donne une liste à mémoriser à l'élève. L'enseignant doit appuyer sur la décharge électrique dès que l'élève se trompe et augmenter la force des décharges au fur et à mesure des erreurs. Et en fait, donc voilà, c'est ça que je cherchais. À partir de 75 volts, l'élève qui est un acteur et qui simule, il va gémir. À 120 volts, il se plaint à l'expérimentateur en disant qu'il souffre vraiment. À 135 volts, il hurle. Ensuite, il supplie d'être libéré. À 270 volts, il crie violemment. À 300, il annonce qu'il ne répondra plus. Et il y a même, je crois, des expériences où les gens faisaient semblant de tomber dans les pommes. Et même celui qui, coucou Elise, celui qui, donc l'expérimentateur, l'enseignant et l'élève, celui qui envoyait la décharge, l'enseignant, il avait sur son pupitre, à partir d'une certaine dose, il savait que ça pouvait être toxique et néfaste pour l'élève. Donc l'enseignant qui est l'objet de l'étude ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Et en fait, on se rend compte, vous pouvez vous renseigner sur Internet, mais on se rend compte qu'il y a 65% des sujets, donc des enseignants, qui infligent des souffrances maximales si l'expérimentateur leur ordonne. C'est-à-dire que mise en situation d'obéissance à une autorité légitime, donc les médecins, les professeurs, il y a 65% d'entre nous, et c'est pas une question de les critiquer, c'est un fait, sont capables d'infliger une souffrance à un tiers si l'autorité le leur ordonne. Donc, il n'y a absolument aucune... je ne m'étonne absolument pas que la majorité des nanas qui sont dans le groupe m'aient dit « Moi, j'ai du mal à m'affirmer quand je suis face à une autorité ». Je pense que c'est en plus particulièrement vrai au niveau français parce qu'on a une société qui est très hiérarchique, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres cultures ou en tout cas moins imprégnée. Donc 65% de ces gens qui ont fait l'expérience infligeaient un choc extrême et en fait il y en avait très très peu qui infligeaient, coucou Yvette, qui infligeaient presque rien. La majorité infligeait vraiment des chocs, des souffrances. Donc, il y en a très peu qui ont réussi à se libérer de cette obéissance à l'autorité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on nous inflige, inflige, c'est un grand mot, petit, vous avez une éducation qui est plus ou moins stricte, mais en gros, on vous met dans la tête qu'il y a des règles à respecter, et c'est très bien. Je ne critique pas cela. Les règles sont à respecter et elles sont à respecter parce qu'on vit dans une communauté, on vit dans une société tous ensemble et donc on ne peut pas faire n'importe quoi, sinon ça va être vite le bordel. Le souci, c'est qu'on ne nous apprend pas le libre arbitre et la critique de cette règle. C'est-à-dire que moi, si je respecte les règles qui sont dans cette société, je les respecte non pas parce que c'est les règles des sociétés, mais parce que elles correspondent à mes valeurs et à mon éthique.
Si un jour on me dit que, je vais prendre un exemple d'actualité, que les Noirs, on peut les shooter sur place parce qu'ils ne sont pas humains, je ne respecterai plus les règles de la société. Et c'est ce qu'on appelle la désobéissance civile, c'est-à-dire aller à l'encontre des règles de la société quand elles ne respectent plus nos valeurs. C'est ce que font bon nombre d'activistes qui se battent contre le réchauffement climatique, qui Greenpeace, etc., vont contre les règles légales pour défendre la planète. The Shepherd aussi, c'est une autre association qui travaille au niveau des océans et des mers. Moi, c'est deux associations que je comment on dit, supporte. Extinction Rebellion, c'est la même chose, c'est de la désobéissance civique pour pouvoir se faire entendre. Et donc, c'est des gens qui ne respectent plus les règles parce qu'elles ne sont plus en accord avec leurs valeurs et leur éthique. Et c'est ça, en fait, qui se joue derrière. C'est-à-dire que si vous n'arriverez pas à vous affirmer face à l'autorité, c'est qu'en fait, on ne vous a jamais appris à replacer vos valeurs et votre éthique contre l'autorité, en balance avec la personne que vous avez en face de vous. Alors évidemment, il y a une certaine notion aussi derrière de compétence, c'est-à-dire que quand on se retrouve face à un médecin et qu'on n'a aucune formation médicale, c'est compliqué de mettre en doute ses connaissances. Mais c'est pas infaisable. On est dans une société d'information, on est dans une société de communication, on est dans une société où on peut trouver à peu près tous les avis possibles et imaginables sur le net. On peut consulter 2, 3, 4 médecins, c'est notre droit. À savoir après si on se les fait rembourser, c'est autre chose, mais on peut les consulter. Donc ne vous laissez pas avoir par ce qu'on appelle la blouse blanche ou l'uniforme, et ne vous laissez pas impressionner par leur savoir et leur autorité, parce qu'il faut savoir que c'est pas une question de critiquer les médecins, les policiers, les avocats ou les juges. Moi je suis plutôt côté médical, donc je connais plutôt les médecins. Ma sœur, elle va être plutôt côté justice, donc elle va connaître plutôt les avocats ou les juges. Chacun ses compétences, mais je peux vous dire que nous, on en a vu dans le tas un bon nombre d'incompétents sur certains sujets où ils devraient l'être, ou alors qui sont considérés par la population comme compétents sur certains sujets et qui ne le sont pas. Je vais donner un exemple très simple, c'est les médecins. La plupart des médecins ne sont pas du tout compétents en termes de nutrition, parce qu'ils n'ont pas ça dans leurs études. Point. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez quelqu'un de compétent en termes de nutrition et qui, alors compétent dans le sens qui a fait des études et qui est censé être à la pointe du sujet, c'est un diététicien. C'est pas un médecin. Et il sera à la pointe du sujet s'il se forme régulièrement, soit s'il sort de ses études, soit s'il se forme régulièrement. Moi, je connais bon nombre de professionnels qui ne se forment pas régulièrement parce que le système ne le permet pas, parce qu'ils ne prennent pas le temps pour le faire, parce que sinon leur cabinet ne tourne pas et qu'ils n'ont pas le salaire pour lequel ils travaillent. Il y a multiples raisons derrière. C'est ma fille qui joue avec le chat qui me perturbe. Et donc, il faut aussi être très clair vis-à-vis de ces autorités. Tous ne sont pas aussi blancs qu'ils veulent bien le faire entendre. Et on est dans une société, encore une fois, où on peut trouver l'information, où on peut demander 70 avis et où on peut se permettre de ne pas prendre une décision immédiatement, sauf si on est dans une urgence, évidemment, ça c'est encore autre chose. Mais moi, je vais prendre l'exemple vis-à-vis de ma fille. Ma fille a été opérée de l'appendicite et en fait, le surlendemain, je crois, quelque chose comme ça, elle était à l'hôpital des enfants de Hambourg, donc quand même des spécialistes. Hambourg, c'est une ville de 2 millions d'habitants. L'hôpital spécialisé pour les enfants, si là, c'est pas des spécialistes, il y en a nulle part. Donc, l'opération s'est très bien passée, mais ensuite, elle a eu des antibiotiques et en fait, elle a des veines qui sont très peu visibles. Et ça a été très compliqué de lui poser à chaque fois les voies centrales, les voies veineuses. Et une nuit, on est tombé sur un interne qui était nullissime en pose de voie centrale et de voie veineuse. Mais nullissime.
Et ils ont été... Alors, c'est toujours compliqué de piquer un enfant qui n'a pas envie de se laisser faire. Donc, ils étaient déjà à 5 dessus à la tenir. Il l'a piqué à 5, 6, 7 endroits différents. Et il continuait à s'acharner. Et au bout d'un moment, je me suis interposée et j'ai dit non. Maintenant, ça suffit. Vous allez arrêter de la torturer. Donc, oui, mais madame, il lui faut les antibiotiques en voie veineuse. Vous allez, dans ce cas-là, signer une décharge de responsabilité. Non, j'ai rien signé du tout. J'ai dit, on va faire une pause. Et puis, quand on aura changé comment on appelle ça? Enfin, en gros, quand ils auront tourné, c'est quelqu'un d'autre qui essaiera. Donc, évidemment, le monsieur en question n'était pas ravi du tout parce que je l'ai mis face à son incompétence. Mais le fait est qu'il n'y arrivait pas. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi savoir se remettre en cause en tant que professionnel et dire « je laisse la main ». Sauf que comme c'est une enfant, comme peut-être que cette personne n'avait pas beaucoup de remise en cause dans ses compétences, peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il avait une journée de merde, peu importe. Mais à un moment donné, il faut savoir vous imposer et imposer vos valeurs et vos éthiques, votre éthique. Et quand vous en avez la possibilité, quand on n'est pas dans une urgence, par exemple. Donc, il y a plusieurs, je dirais, il y a plusieurs possibilités à ce moment-là. C'est de repousser, c'est-à-dire de faire ce que j'ai fait. On fait une pause, donc je repousse. Je ne suis pas dans une urgence, donc je repousse. Au final, ils sont arrivés à la repiquer, donc ils l'ont repiqué, je ne sais plus, quelques heures après. C'était une autre nana, ça s'est passé en une seule fois. Ils lui ont mis des antibiotiques et puis le cathéter s'est rebouché, donc ils ont voulu repiquer. Et là, je me suis interposée et j'ai demandé à ce que les antibiotiques soient par voie orale. Le chef du service est venu me voir, elle m'a expliqué que les antibiotiques par voie orale étaient dégueulasses et que la petite n'arriverait pas à les prendre. Et je lui ai dit on va essayer. Et la petite, je lui ai laissé le choix entre les antibiotiques en voie orale et la seringue. Et ben elle a pris la voie orale, c'était dégueulasse, mais elle les a mangés quand même. Donc on a toujours un moyen de négocier à condition d'être assez droit dans ses baskets et de savoir ce qu'on veut. Alors, dans ce cas-là, pour moi, c'était plus facile. Je dis bien plus facile parce que je suis du domaine médical. Donc, je savais que les antibiotiques, il y avait d'autres moyens de les donner. Donc, j'étais plus à même de m'affirmer parce que plus légitime dans mes connaissances. Mais c'est des choses qui s'entraînent, ça se muscle. De la même manière que toutes les possibilités d'affirmation, ça se muscle. Donc, entraînez-vous, même chez votre médecin généraliste, à poser des questions, à être dans l'esprit critique, à demander pourquoi on vous fait ça, à insister quand vous voulez qu'on vous fasse quelque chose d'une manière ou d'une autre, et repousser. C'est-à-dire, si on vous demande de faire quelque chose, vous dites, ben non, j'ai envie de réfléchir au sujet. Les médecins ont une obligation du consentement libre et éclairé de leurs patients, chose sur laquelle ils passent relativement rapidement de manière fréquente. Donc, ne vous laissez pas berner à ce niveau-là. C'est pas parce qu'il a une blouse et un stéthoscope autour du cou qu'il a le droit de vous forcer. C'est valable pour les gynécologues, puisqu'on voit énormément de violences gynécologiques de nos jours. Hein, on en parle de plus en plus. Mais c'est valable également pour les policiers. Un policier n'a pas à vous maltraiter. Hein. Ça aussi, en France, on a vu malheureusement des débordements. C'est valable pour un avocat, c'est valable pour un juge, c'est valable pour une infirmière, c'est valable pour un bon nombre de professionnels. Je dis absolument pas que tous les professionnels, que ce soit les médecins, les chirurgiens, les avocats, les juges et les policiers, font mal leur boulot. Pas du tout. Par contre, je dis que le système est en général fait de sorte qu'ils n'ont pas le temps, pas les moyens de faire bien leur travail. Ça, c'est autre chose. Et puis après, au milieu, comme dans tous les humains, il y a des cons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, un bon moyen, c'est de repousser la décision. Ça vous permettra de sortir de l'affect, de sortir de cette relation qui est complètement déséquilibrée entre lui, il sait et moi, je ne sais pas, de pouvoir vous informer, de prendre un deuxième avis, voilà.
Un deuxième moyen aussi, c'est de faire reformuler la personne qui est en face de vous. Ça, c'est valable pas seulement pour l'autorité, c'est aussi valable pour n'importe quoi. Quand quelqu'un vous dit quelque chose et que ce quelque chose, vous ressentez en vous qu'il y a un souci, que ça ne vous plaît pas, parce qu'on ne vous a pas demandé votre consentement, parce qu'on vous rentre dans l'art, parce qu'on ne vous respecte pas, en général, on le ressent à l'intérieur du corps. Donc, un des bons moyens, c'est de faire reformuler. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Mais réexpliquez-moi une autre fois. Et ça va vous permettre, à ce moment-là, ça va obliger l'autre, parce qu'un moyen de manipulation, qui soit conscient ou inconscient chez votre interlocuteur, un moyen de manipulation, et on le sait, hein, les vendeurs l'utilisent, les mauvais vendeurs, les vilains vendeurs l'utilisent assez souvent. Un moyen de manipulation, c'est de vous obliger à prendre votre décision rapidement. C'est maintenant, il faut acheter maintenant parce que sinon il n'y en aura plus dans 2 jours ou dans 2 heures ou voilà. Quand on vous fait ça, c'est de la manipulation pure. Donc ne vous laissez pas faire. S'il n'y en a plus, il n'y en a plus, c'est comme ça. Mais si vous n'êtes pas à même de prendre votre décision maintenant parce que vous sentez que vous êtes forcé dans votre décision, ne la prenez pas. Donc repoussez la décision, faites reformuler. Un autre moyen, assez simple, c'est de commencer par dire non. Et ensuite, de laisser l'autre argumenter. Et vous verrez en fonction des arguments qu'il utilise, s'il y a une manipulation ou pas. En général, on le sent à l'intérieur de son corps si on se fait manipuler. Voilà, je vous conseille d'aller voir l'expérience de Milgram qui donc vous expliquera mieux que moi le pourcentage de gens qui se font influencer par l'obéissance devant une autorité. Et ça vous déculpabilisera sur le fait de ne pas arriver à vous affirmer face aux autorités soi-disant compétentes. Et après, c'est comme pour tout, c'est du muscle. Voilà, musclez votre affirmation. Dites non au serveur qui vous apporte un truc brûlé. Dites non au médecin qui vous demande de faire je ne sais quoi. Forcez-le. Combien de fois j'ai dit aussi à des amis, ça serait pas mal que tu fasses un bilan de vitamines. Demande à ton médecin de te mesurer ta vitamine D ou demande à ton médecin de te mesurer je ne sais quoi. Et puis le médecin dit non parce qu'il est en dehors des quotas ou parce que ça le fait chier ou parce que ça lui rapporte pas assez cet acte-là. Mais obligez-les. C'est votre santé. Vous êtes la priorité. La priorité, c'est pas le médecin. La priorité, c'est pas de savoir si son quota il est déplacé. La priorité, en général, en plus, quand vous faites des contrôles de vitamines, c'est vous qui payez. Donc, obligez-les à prendre votre avis en compte. C'est vraiment important parce que sinon, vous allez vous retrouver sorti du médecin frustré. Vous avez la sensation de ne pas avoir été respecté, de ne pas avoir été entendu. Et encore une fois, la plupart des gens compétents dans leur domaine, et si votre médecin ou votre avocat n'est pas compétent, changez-en, hein, mais la plupart des gens compétents dans leur domaine, quand ils font des fautes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne vous écoutent pas, ils ne vous entendent pas, c'est parce qu'ils sont surchargés, c'est parce qu'ils sont surmenés. Donc, interpellez-les. Docteur, je vous ai demandé ça, et il y a une bonne raison, je me suis renseignée, on m'a conseillé, inventez des conneries. Mon beau-frère chirurgien pense que. Foutez quelqu'un dans le panier avec vous et interpellez-les sur le fait que là, vous ne vous sentez pas entendu. Et que ça vous paraît totalement important que vous soyez entendu. Voilà, j'espère que ce petit live vous a amené quelque chose. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à vous mettre dans mon groupe Happy You and Me affirmation au féminin. N'hésitez pas à liker parce que plus vous likez, plus je remonte dans Facebook et plus je serai visible et ça me ferait grand plaisir d'apporter toutes ces informations au plus de gens. Et je vous souhaite une bonne soirée. Let's declare loud and clear, this is what I want. This is what I need. This is what I desire. This is how you can help me achieve pleasure.